Mon parcours, moi en fait, mon parcours c'est étrange, j'ai toujours eu un truc assez familier avec le sport, mais j'avais jamais vraiment poussé la machine jusqu'au bout, donc ce qui fait que j'ai pratiqué beaucoup de sport sans aller jusqu'au bout. J'aurais pu, je pense, sans prétention, ceux qui me connaissent le savent, avec qui j'ai pratiqué, surtout que ce soit le basket. Principalement, on va dire basket et foot, c'est des sports dans lesquels j'ai beaucoup pratiqué et où j'aurais pu percer, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Et la vie a fait qu'à un moment donné, ben, je faisais plus de sport. Je faisais plus de sport et c'est par pur hasard, par connaissance, un ami m'a dit de venir essayer le Muay Thai. Et j'avais 24 ans. 24 ans, j'en ai 29, donc c'était il n'y a pas longtemps. Et j'ai essayé, et là encore une fois, on m'a dit, mais tu as déjà pratiqué de la boxe, etc. J'ai dit non, pas du tout, c'est mes premières fois et tout. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Les gens ont voulu me faire des choses sérieuses. Et moi, j'étais assez mature pour, là, décider de faire des choses sérieuses dans le sport. Vraiment, je pense que j'ai une faculté, que n'importe quel tennis, volley, hein, j'aurais pu faire pas mal de choses. Quand je vois quelque chose, j'arrive facilement à le reproduire. Et donc, du coup, tu as commencé par le Muay Thai, donc dans les arts martiaux. C'est ça exactement. J'ai commencé au sein du Puto Sport Thai à Puto, avec Xavier en tête et son président. Et donc ouais, on a fait 3 ans, on a fait 3 belles années, on a commencé très vite, hein. J'ai pratiqué 4, 5 mois, sixième mois on était déjà sur des combats. Et en 3 ans, ben, on a atteint Yacine Bouganem, qui dans le monde du Muay Thai représente un peu le sommet. Et je suis un des rares, ben, je crois le seul en Europe, en tout cas. Ouais, je crois que je suis le seul. Je crois que c'est en Thaïlande quand il était plus jeune qu'il avait perdu, mais à lui avoir infligé une défaite. Donc c'est plutôt flatteur. Ouais. C'est pour ça que les gens me connaissent un peu dans le pied-point. Après, on sait que tu es parti au TKO. Après, donc du coup, j'ai fait la transition MMA, j'ai fait la connaissance. En fait, j'ai fait la connaissance de Lopez parce que je venais chercher des sparring partners ici. Et donc je me suis entraîné une fois, 2 fois. Et donc il m'a forcé, bien évidemment forcé à. Enfin forcé, j'étais obligé, je suis dans un club de MMA, donc j'ai testé un peu le MMA. Et du coup, ça lui a plu, il s'est renseigné un peu sur moi, il avait vu un peu ce que j'avais fait. Et donc, au bout de 6 mois d'entraînement, donc sachant ça, j'avais vraiment laissé de côté le pied-point. J'avais vraiment, du coup, parce qu'on avait parlé, lui et moi, et très sérieusement, par rapport au plan de carrière. Et c'était vraiment assez primordial de mettre de côté le pied-point. Donc pendant 6 mois, je me suis entraîné avant de pouvoir faire mon premier combat de MMA au sein de TKO, au Canada. Et du coup, c'est quand tu as commencé le MMA, en fait, à l'entraînement ici, déjà tu t'es senti à l'aise, tu t'es senti bien, tu as vu que ça pourrait te plaire. Alors une chose qui fait que je me suis senti bien, c'était surtout par rapport à l'ambiance de la salle. Je me suis vraiment senti bien. Il y a un détail aussi qui est important, c'est que j'habitais vraiment pas très loin il y a quelques temps. Et par rapport à la discipline, ben, non, par contre là, pour le coup, je me sentais pas super bien parce que je repartais de zéro en fait. C'est des aptitudes qui sont complètement différentes. On utilise son corps complètement différemment que dans le Muay Thai. Et ben, mon style a beaucoup changé depuis d'ailleurs. Donc non, ça a été vraiment une remise à zéro des compteurs. Et il a fallu apprendre et être patient. Et justement, ça a été quoi le plus dur? Le sol, j'imagine? Le plus dur, ça a été l'appréhension. Ouais, c'est ça. En fait, ça a été la phase de lutte d'abord. Ne pas se faire ramener au sol. Ben, ça commence à changer, mais mon plan de carrière depuis un an, là, ça a été ça. Ça a été beaucoup de déplacements parce que j'avais forcément du retard en lutte et en sol. Au lieu de travailler et de toujours avoir du retard, malgré tout, bon, c'est parce que c'est pas en quelques mois qu'on rattrape un retard de plusieurs années par rapport à mes adversaires. Donc la technique a été de beaucoup se déplacer. Et de cette manière-là, tu évites la lutte, tu évites le sol. Par contre, à côté, je bossais quand même beaucoup le sol, hein. Mais voilà, on va dire le game plan, pardon, c'était beaucoup de déplacements. Mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que on sait que ton dernier adversaire c'était Pessoa, Oui, et c'était justement des forts en sol, lui, en JJB si je dis pas de c'est ça, ouais. bêtises. C'est ça. Je lui ai mis un bras-tête, étranglement bras-tête. C'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé, surtout les derniers jours. C'est des choses en poids lourd qui peuvent passer. C'est des techniques que moi, personnellement, sens bien. Et donc, du coup, fan de frappe, il me donne son dos. Automatiquement, je suis parti chercher ça, quoi. Et donc, ouais, belle surprise, c'était cool. C'était cool. Tout à l'heure on parlait avec Fernand de la salle, de l'ambiance.
Et on m'a surtout parlé de Tonton Nkumpu, Ouais. qui est comme un grand frère pour Ah toi. oui, complètement. Avant même que j'arrive, parce que je t'ai dit, quand j'ai pris connaissance de la salle, c'est Tonton que j'avais en contact. Et je le harcelais tout le temps. Et donc ouais, Tonton, c'est un peu le mec qui nous a relayés, etc. Donc ouais, c'est un peu le grand frère. Et puis il a un beau passé. Il a été champion du Bellator et tout. C'est pas rien du tout, hein. Et donc non, et puis il m'apporte extrêmement en termes de sparring, notamment au sol. C'est une encyclopédie au sol. En termes de JJB, une énorme chance de l'avoir à mes côtés pour mes préparations. Et qu'est-ce que Fernand Lopez, qu'est-ce qu'il t'apporte de différent par rapport à des entraîneurs de Muay Thai, de boxing? Je parle pas de la discipline en elle-même, parce que Oui, la discipline est différente. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose de différent par rapport à mon ancien club. C'est que déjà, mon ancien club, c'était pas un club pro. C'était pas un club pro, c'était associatif. Donc on n'était pas sur des structures similaires. Ici, on est vraiment sur une structure où j'ai un préparateur mental, un préparateur physique, des énormes sparring partners, j'ai un ostéo, enfin bref, tu as compris, il y a un staff qui fait que tu prends les choses différemment, tu es obligé de prendre les choses au sérieux. Donc ça, c'est un réel plus. J'ai senti la différence surtout là-dessus. Surtout là-dessus. Et donc du coup maintenant, avec toute l'expérience que tu as pu intégrer l'UFC. Ouais. C'est vraiment l'UFC, C'est le Saint Graal, c'est la Champions League, comme on aime bien dire. Et quand tu repenses maintenant, là, quand tu te dis mais je suis à l'UFC quand même, qu'est-ce que tu te dis? Ce que je me dis, c'est qu'une bonne chose de faite. C'est une bonne chose de faite, puisqu'on sait très bien que le plus dur, c'est d'y entrer. Une fois qu'on y est, il faut. Bah, moi, je parle pour poids lourd. Hein. Une fois qu'on y est, forcément, il faut quand même faire des belles prestations, mais je compte pas, en tout cas, sortir du UFC de suite. Je compte bien j'y compte bien laisser mes traces, vraiment. Et ce que je peux dire aussi, c'est que l'UFC finalement est accessible. L'UFC est accessible, c'est un message que je peux passer à tout le monde. Ne voyez pas ça comme quelque chose presque d'inaccessible ou bien. Il ne faut pas que ce soit seulement un rêve, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire parce que c'est vraiment possible. Si vous êtes bien entouré, que ce soit le staff au niveau de l'entraînement, des coachs, etc., mais aussi au niveau du management. Moi, personnellement, le Management Factory m'a fait faire des choses comme le TKO, faire le premier combat pour une ceinture, parce que je venais du pied-point, etc. Enfin, bref, quand vous êtes bien accompagné, tout est possible. Tout est possible. Ouais, C'est tout vrai, est c'est possible. Ouais. Parce que là, tu as un peu intégré directement une organisation canadienne. Qui n'est pas des moindres. Qui dit Canada, Ouais. pardon, qui dit Amérique. C'est ça, c'est ça. Vous déporte. Non, ouais. Et ça, c'est par la force de négociation du Management Factory. Et le fait d'avoir un partenaire comme Francis Ngannou, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a mis la pression ou Non, ça l'inverse? aide beaucoup, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que c'est comme un baromètre. C'est comme un baromètre. Il fait partie du top 3, il fait partie du top 5. Et pour moi, je pense qu'il va avoir la ceinture, ça ne fait aucun doute. Donc pouvoir se jauger par rapport à quelqu'un comme ça, c'est formidable. C'est formidable. Ça t'apporte en confiance. Et puis au-delà de ça, c'est une brute, hein. C'est un animal. Le gars, c'est pas juste les vidéos, il frappe vraiment très fort. Et donc même ça, tu te dis, je tomberai pas sur quelqu'un qui me frappe plus mal que lui, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est drôle de dire ça. Mais ouais, non, ça t'apporte pas mal de choses, ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. Et dans la vie de tous les jours, t'es pote avec lui? On n'est pas forcément amis proches. On n'est pas forcément amis proches parce qu'il habite à l'étranger. Il vient pas souvent ici s'entraîner. Donc, et moi, je suis arrivé au moment où il était déjà parti aux États-Unis. Donc, j'ai pas pu partager énormément. Et quand il est là, il a beaucoup de choses, des interviews, des choses comme ça. Donc, non, on n'est pas proches. On n'est pas proches. On n'est pas proches comme je peux être proche avec certains des gars de la salle qui sont là tous les jours. Cyril, est-ce que tu peux me parler de ton prochain combat à l'UFC? Donc c'est à Singapour. Oui. Ton adversaire, bon le game plan non, pas forcément, on va pas en parler, mais. Bon, on peut en parler, hein, tu sais, le game plan, c'est pas un secret. Hein. Le game plan, il n'y a jamais rien d'extraordinaire dans mes game plans. C'est donc Don Laes, Kong. On l'appelle Kong, c'est son surnom parce qu'il est costaud, il est grand et il frappe fort. Donc, le game plan, ça va être de ne pas prendre de coups, tout simplement. Donc ça va passer par du déplacement et par beaucoup de vigilance. Après, le game plan en lui-même, c'est de lui mettre des coups. Donc, tu sais, je veux te dire, le game plan, il n'est pas forcément extraordinaire. Moi, je pense qu'il faut surtout rester sur des choses simples hein, pour pouvoir gagner un combat, mais surtout les faire bien.
et être au courant de où on va. Et on sait où on va. Donc on va essayer d'amener le combat là où on veut aller. Et si ça se passe bien, ben, on rentrera avec une victoire, avec du vert. C'est tout ce que je me souhaite. Faire un 2-0 en entrée à l'UFC, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour la France. Tu te fixes combien de combats jusqu'à la ceinture maximum? Combien de combats? Je suis pas trop dans ces calculs-là. Je vois pas, je suis pas du tout dans ces calculs. Tu vois, la question, je me l'étais jamais posée. Moi, je suis plus sur du, j'ai un combat, il faut que je rentre avec du vert. Tu vois. Peu importe le temps que ça va prendre, ça me dérange pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ta question précédente, maintenant que je suis rentré à l'UFC, je compte bien y rester pendant quelques années. Donc peu importe le temps que ça va prendre, je veux faire les choses bien. Je veux juste faire les choses bien. Je suis pas pressé d'arriver à la ceinture. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout pressé. Je veux juste faire du vert. Faire du vert, du vert, du vert le plus possible. Et puis je sais pas, si tu me poses la question, je te dirais, ben, dans 2 ans. Ce serait beau dans 2 ans, ce serait beau, ce serait un beau parcours. Donc dans 2 ans, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas tout ça, on va dire 3-4 combats à l'année. Donc on peut être 6-8 combats. 6-8 combats et prétendre être dans le combat contre un top 10 au moins, ce serait bien. On serait là où on voudrait aller. Et toi, je te décrirais comment comme style de combattant? Nouvelle génération. J'ai vraiment envie d'apporter cette nouvelle touche d'un combattant poids lourd moderne dans le sens où il faut que ça bouge, il faut que ça sorte de tout, il faut que ce soit imprévisible. Parce que comme tu as vu, ça peut faire du sol, ça peut striker, ça peut lutter. J'ai envie d'être ce style de combattant-là. J'ai envie de pouvoir tout faire et d'apporter une touche technique, quelque chose de beau à voir. Pas juste spectaculaire en termes de KO et de power knockout. Je veux pouvoir montrer aux gens que le gars c'est un poids lourd mais il peut absolument tout faire. Il est très agile avec son corps. C'est ce style-là que j'aimerais bien. Est-ce que tu as des inspirations dans les arts martiaux, que ce soit dans le MMA ou autre sport? Dans le MMA, il y a Israël Adesanya. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, c'est moi. J'adore comment il combat. C'est son style, du relâchement, mais en même temps ça pique. 18-0. C'est ça. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui s'apparente pas forcément de quelqu'un de brutal. Tu vois, moi quand on me voit, je ne suis pas quelqu'un d'impressionnant physiquement, je suis pas quelqu'un de. Mais ça peut faire mal. Et j'aime beaucoup ce style-là. En plus, il vient du kickboxing comme toi. C'est ça. Ça balance les jambes, ça balance des retournées, ça te balance des incertitudes. J'aime beaucoup son style de combat. Et sinon, il y a aussi John Jones que j'aime bien. Le GOAT. Ouais, forcément, la référence. J'aime beaucoup sa manière de pouvoir aussi déployer toutes ses panels techniques. C'est vraiment ça qui me bat. Tu vois, ça reprend la question d'avant. J'aime ce style-là. Et tu peux me parler un peu de ton rythme d'entraînement? Tu fais combien d'entraînements par jour? Me parler aussi de la récupération, parce que je sais que vous avez des sponsors, des marques qui viennent ici, qui vous aident. Ouais. Tu peux en parler un peu? Ouais. En fait, tout va dépendre du calendrier. En fait, tout va dépendre du calendrier en fonction de si tu es loin du combat, si tu es proche. Là, on est proche du combat. Il nous reste 2 semaines, donc il faut faire les choses très intelligemment. Il faut faire attention à la surfatigue parce que les blessures de surfatigue, c'est ça qui arrive très fréquemment et qui viennent mettre des bâtons dans les roues des fighters professionnels. Donc tout est très millimétré, la récupération comme tu dis, on a des gens qui nous aident pour ça. On a encore une fois ostéo, on a kiné qui sont là pour nous masser, pour nous faire du bien. Et donc là on est sur un rythme où on essaye d'affiner les entraînements qui ressemblent de plus en plus au jour J, donc au jour du combat. Donc on fait des entraînements, des séances sparring très courtes, avec une simulation on va dire psychologique. On se met dans les conditions vraiment, on arrive, on s'échauffe, l'un dans son coin. Je ne vais pas prendre 10 sparring partners, je vais en prendre un à une séance, dont notamment beaucoup de tontons qui mettent beaucoup en ce moment. On est là, on se prépare, et on va faire 4 rounds de bagarre. Et ensuite on passe au sol et on fait des choses. Donc tu vois, c'est très spécifique là. Là on est rentré sur du gros spécifique. Tu vois, les sparring des jours de la semaine habituels, je ne les fais plus. On évite les blessures, on évite tout ça en fait. Bon, voilà. Non, Je sais pas si tu as vu un non, peu. Ouais, on essaie vraiment de. Tu vois. Puis, moi, je vous suis aussi notamment sur les vidéos YouTube. Je suis beaucoup Fernand Lopez.
Lui, c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Ouais. C'est genre, on commence à 20%, on augmente tranquille, 30, Rien n'est au 40, hasard. 50. Rien au hasard. Rien Rien au au hasard. hasard. C'est Rien n'est vraiment, fait au hasard. Ça, c'est très important. C'est un discours qu'on a eu avec les gars en bas, les petits jeunes là pour l'équipe de France. Rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va. Rien n'est laissé au hasard. Rien. Bon, en tout cas, on peut être sûr que toi, tu sais où tu vas. Et Ouais. on te remercie vraiment du temps que tu as passé avec nous. Merci à vous de prendre du temps. Merci à vous de prendre du temps pour nous, combattants français.